Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Comme on l'a vu dans le brief hebdo, je vais vous faire un point sur le marché des produits dérivés, parce que bon, c'est quelque chose qui est très mal connu des particuliers, et il faudrait donc ici au moins qu'on gratte la surface correctement pour que vous ayez une idée de ce dont on parle quand on fera référence à la bulle de produits dérivés. Ça fait partie des risques systémiques qui pèsent sur la finance traditionnelle, ça fait partie des risques qui existent depuis très longtemps, et on va le voir, et qui tout simplement sont repoussés continuellement jusqu'à ce qu'un beau jour, évidemment, cette finance casino se mange elle-même. Donc on verra un petit peu l'éternel problème et donc les résolutions systémiques que cela peut avoir. On va voir dans un second temps ce que ça crée, surtout sur nos graphiques, quand on regarde le principal, donc le vrai actif, les baisses de volume, etc. Donc le fait que ces volumes se déportent, soit sur des produits managés, type ETF, etc. C'est-à-dire dans ce cas-là, il y a un intermédiaire financier avant l'exécution d'un ordre, et on agglomère entre guillemets l'offre et la demande, et on exploite en soi que la résultante de ce truc-là. Autrement dit, dans un ETF, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le vendre, l'ETF. Le principe étant donc que le broker, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ceux qui veulent acheter, il enlève ceux qui veulent vendre, il réalise les échanges entre ceux-là over the counter, ou les réalise pas tout simplement, ou il va hedger sur des produits dérivés. Et justement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exposer la différence nette entre les deux. Autrement dit, on a donc un intermédiaire financier qui va agglomérer des positions et servir donc d'intermédiaire, donc de broker. Il va tout simplement prendre les acheteurs, les vendeurs, et exposer la différence nette pour que lui, dans son compte de résultat, il soit équilibré derrière. Donc, on est encore une fois sur des manips comptables. On l'a vu dans l'émission précédente, dans une des émissions précédentes, le gros problème de ça, c'est qu'évidemment, dès qu'on change les règles de comptabilité, type justement mark to market, on crée 2008. Voilà. Donc, le principal problème, c'est que, effectivement, la finance de haut niveau comme ça, c'est tout un tas d'intermédiaires financiers avec des règles comptables, des comportements plus ou moins, encore une fois, rationnels, parce qu'il s'agit de finance, donc il y a de l'argent, et l'argent, ça fait tourner les têtes, et surtout, chaque humain a un prix pour acheter son silence. Bref, autrement dit, l'éternel problème dans ces systèmes-là, c'est qu'il y a de plus en plus de contreparties, et c'est d'ailleurs pour ça que les cryptos, à mon avis, sont une révolution. On va supprimer un petit peu tous ces humains facilement corruptibles. Mais bref, le code, lui, n'est pas parfait non plus, donc rassurez-vous, les cryptos ne sont pas une solution qui n'apportera pas elle-même son propre lot de problèmes, mais ça fait partie de l'évolution. Bref, revenons à notre thème principal, pourquoi on parle des produits dérivés. Donc voilà, pour moi, c'est comme d'hab, on va parler donc des chiffres, d'accord. On va comme toujours les mettre en contexte, parce que des chiffres balancés comme ça sert à rien, mais on va donc se mettre en place la taille de ce truc-là, quelle est la dynamique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et quel est l'état de stabilité du système. Ok. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est déjà de regarder la data, et déjà de trouver une data de bonne qualité. Donc là, franchement, tu peux pas faire mieux. On vient sur le BIS, Bureau of International Settlement. C'est la banque centrale des banques centrales, grosso merdo, pour faire simple. Et donc, elle nous propose ces statistiques compilées par elle-même. Alors, c'est probablement pas parfait, mais c'est en tout cas le mieux que vous pourrez trouver, à mon avis, en termes de fiabilité de la source. Donc, ce qu'on a, c'est qu'ils donc décomposent en deux façons. Ils ont la partie in exchange, c'est-à-dire on prend des exchanges et on regarde, on leur demande de déclarer la valeur nominale de leurs options, des options qu'ils ont tradées. Voilà. Bon, et derrière, il y a toute la partie OTC, c'est toute la partie qui se réalise entre le système bancaire, c'est-à-dire entre les banques, ça s'appelle Interbanking Settlements, donc OTC, et effectivement, on peut aussi avoir des deals privés, mais principalement, on va dire là, c'est tout ce qui est réalisé hors exchange, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est régulé mon cul, comme d'hab. Donc là, ici, on fait un peu ce qu'on veut, là, c'est open bar. Là, c'est pas open bar. Ok, donc, ça, c'est déjà la première des choses. On va regarder les deux datas, elles nous sont fournies, c'est plutôt cool. L'autre chose, et surtout pour moi la plus importante, c'est toujours pareil, la dynamique. Donc, il va y avoir ici un principal problème dans la lecture des options, c'est qu'il y a deux écoles, entre guillemets. Donc, il y a l'école alarmiste qui va vous dire c'est la catastrophe, etc. Quand je vous disais 50 fois la taille
des sous-jacents, etc. Voilà, c'est un peu le truc qu'on balance comme ça pour faire peur aux gens. Donc, d'une part, il faut mettre de l'eau dans son vin, d'accord? Quand on parle de produits financiers, encore faut-il les comprendre avant d'ouvrir sa gueule. Donc, la valeur nominale d'une option, on s'en fout un peu, puisque encore une fois, c'est souvent des produits de couverture. Donc, on va dire, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'exposition nette. Ce qu'on appellera, je ne sais plus en anglais, c'est gross, je ne sais plus quoi, gross value ou un truc comme ça. Enfin bref, la valeur réelle du truc. Donc le principe ici, c'est de comprendre, donc attention aux chiffres qu'on va utiliser. Certains pourraient faire peur, selon comment on les utilise, évidemment. Bon, ce qui reste dramatique, c'est quand même la taille de ce truc-là. Donc bref, dans tous les cas, voilà ce qu'on a. Donc dans la mise en contexte, ici on a donc la valeur notionnelle. Donc ça c'est le truc qui fait un petit peu peur. Ok, mais c'est surtout moi cette dynamique qui m'intéresse. Donc on voit que la bulle de produits dérivés, elle s'est constituée pendant le cycle boursier des années 2000 à 2008. Donc on l'a vu, un cycle boursier indiciel pas hyper sexy, hein. On va se le mettre sur le S&P 500. Donc si on regarde cette époque-là, constitution de la bulle de produits dérivés, entre post-crack des années 2000, hein, où donc on a une forme de numérisation de l'économie, surtout de l'économie de marché, donc de la finance, se numérise, on met en place des produits de plus en plus complexes, etc. Mais je vais dire ça, pour moi, c'est la première... c'est la constitution des valeurs nominales. C'est-à-dire c'est le moment où ces produits dérivés sont créés et commencent à être de plus en plus utilisés de manière récurrente et générale. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que donc la valeur nominale, elle est corrélée aussi au prix. Hein. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur nominale des produits étant relativement équivalente à ce qu'elle était post-2008, c'est ce qu'on a vu ici, ok. Vous avez bien vu que la masse monétaire en dollars, elle a pris une quenelle depuis, elle a été multipliée par 2, voire plus. Donc c'est de dire déjà, si la valeur nominale reste la même, c'est que l'utilisation de ces produits dérivés a un petit peu été réduite. Parmi ces candidats, hein, donc voilà, ce qui est surtout important de voir, okay, c'est que la plupart des encours sont sur des produits de taux, hein, d'accord. Donc quand je vous dis le principal problème de la bulle de produits dérivés, c'est qu'elle avait déjà une taille catastrophique en 2008, d'accord. C'est à cause de ça d'ailleurs hein, qu'on s'est pété la gueule en 2008, principalement. Simplement, ce qu'on voit, c'est que les mauvaises pratiques qui ont conduit à 2008, donc comme on l'a dit, la diversification des risques extrêmement complexe qui fait que derrière on crée des paquets de risques et puis on met un triple A dessus et on arrive à vendre ça n'importe comment à n'importe qui. Bon, évidemment, quand on regarde dedans, on avait n'importe quoi en CDS, etc. Hein, donc, encore une fois, ces CDS sont des produits dérivés. Hein. Le Credit Default Swap, c'est ce que vous avez ici, hein, au Credit Derivative. Donc, bref, ça, c'est ce qui nous a conduit donc à 2008. On le voit depuis, effectivement, les dérivés de crédit sont de moins en moins utilisés. Par contre, qu'est-ce qu'on utilise? Toujours le même problème. Comme on est aujourd'hui sur des problèmes de dette souveraine principalement ou dette d'entreprise, évidemment, la finance casino, au lieu de se déleverager sur ce niveau-là, fait comme d'hab, elle fait l'inverse. Donc le principal problème n'est pas nécessairement sur la valeur nominale, puisque comme on le voit, en fait, cette valeur nominale, elle est stable depuis 2008, alors qu'elle aurait dû décroître. Mais bon, voilà, donc preuve qu'il y a bien une demande et une utilité de ces trucs-là. Mais rappelez-vous, la masse monétaire, elle a fait x2. Donc bref, en gros, l'utilité de ces trucs baisse un petit peu, mais on est en valeur relative sur des trucs mais complètement stratosphériques. Allez, on va chercher les niveaux maintenant, donc, puisque c'est là le plus intéressant. Donc comme on l'a vu, la partie de ce truc-là, elle est principalement réalisée au TC, puisque donc si on va chercher les chiffres, ici, on va voir un peu ce qu'on a. Donc on a en décembre 2021, donc dernière data disponible, 79, accrochez-vous bien les cocos, trillions, d'accord, de dollars. C'est énorme, voilà. Enfin, je dis, le GDP US, c'est à peine 20 trillions, hein, à peu près. Enfin, je sais plus, ça varie, mais avec le Covid, je sais plus, on est perdu, on va dire 20 trillions de dollars. Donc là, on a déjà 4 fois l'économie américaine en open interest. Voilà, hein. Voilà, je vous laisse interpréter le truc. Donc, comme on l'a dit, par contre, il faut faire attention. Là, on est en valeur notionnelle, d'accord? Donc, valeur nominale du sous-jacent, c'est quand même effectivement un petit peu questionnable. C'est vrai qu'en valeur comptable, c'est pas ça qu'on utilisera, puisque la valeur comptable, ça va être un produit qui sert à couvrir un autre produit. Donc, ce qui nous intéresse normalement, on l'a dit, c'est la valeur nette de l'opération dans le bilan comptable. Donc là, on l'a pas à ce niveau-là. Par contre, cette stat-là, on l'a sur les parties OTC. Puisque si je fais un Global OTC Markets, ici on a des chiffres, bon là c'est à faire pâlir n'importe qui, hein, d'accord, donc valeur notionnelle. Ça doit vous réveiller quand même, d'accord.
Donc là, on est sur du 598 trillions de dollars. Donc là, l'économie américaine, elle est loin, 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 loin. D'accord. Donc on fait attention puisque là, donc, on est encore une fois en valeur notionnelle. Donc très peu intéressant à ce niveau-là. Donc là, on le voit, hein, surtout, c'est très, 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 très largement réparti. Donc dans la partie dette, hein, c'est vraiment dans les contrats à taux de taux hein, aujourd'hui qu'on a énormément de produits dérivés. On en a beaucoup, évidemment, je vous le dis, et ça va augmenter de plus dans les prochaines années, dû à la guerre économique, surtout sur le niveau des devises. Donc effectivement, on le voit bien, hein, du côté Forex, ça augmente clairement l'exposition aux produits dérivés. Et évidemment, à côté, hein, comme j'ai dit, le grand casino des boursiers, des débiles, la grande finance des equity, donc des actions. Donc le grand n'importe quoi, hein, avec évidemment un grand winner loin devant les autres, toujours les États-Unis. Si on regarde les valeurs... alors ça c'est l'autre partie, non je sais plus où c'est... Attendez, je vais mettre en pause une seconde. Bon, ben, je ne retrouve pas, mais c'est pas grave. Donc de toute façon, nous aussi, ce qui nous intéresse, donc, c'est de parler de ça, c'est essentiel, hein, donc de comprendre que la valeur nominale, encore une fois, c'est pas l'exposition comptable, parce que c'est pas là que se situe le risque, et c'est là, évidemment, à mon avis, le principal problème. Hein. Donc les valeurs notionnelles, comme je dis, le problème, c'est que les chiffres font complètement... irréaliste, puisqu'encore une fois, ces trucs-là ne sont pas c'est pas de l'argent réel, hein, c'est à mettre dans un bilan comptable. Donc, on rappelle, hein, un bilan comptable, 2 colonnes, et il faut que ça s'équilibre à la fin. Donc, il va de soi ici que donc les montants qu'on a là ne sont pas, hein, d'accord, représentatifs. Ce qui est important ici, c'est surtout de comprendre la taille relative de ce truc-là par rapport à l'économie réelle. Et c'est là où c'est vraiment fou, parce qu'effectivement, on est dans de la comptabilité pure, des lignes comptables qui n'ont aucun sens financier à proprement parler, si ce n'est le résultat du compte de résultat qui finit par s'équilibrer. Mais encore une fois, les expositions sont folles. C'est juste de dire, ce sont des mathématiques financières qui permettent d'équilibrer le bordel. Si on se trompe à un moment donné, ça va faire tout drôle. Bref, donc on l'a vu, hein, donc ici les montants sont surtout fous, et la grande partie aujourd'hui des produits dérivés s'intéresse aux contrats de taux principalement. Et donc ici on voit, hein, sur la partie restante, hein, donc le COMO et CDS, là effectivement depuis 2008, la nature des produits dérivés a considérablement changé. Hein. Ici les montants nominaux sont très largement inférieurs à ce qu'on a vu. Donc bref, le message ici c'est surtout celui-là que je voudrais vous faire comprendre. Donc il s'agit d'une part de comprendre qu'il y a 2 parties d'exposition à ce truc-là. Il y a la partie surface de l'iceberg qui est très largement inférieure à ce qui se passe au niveau interbancaire, OTC, où là effectivement il n'y a aucune régulation, si ce n'est des normes comptables qui font que faut que ça soit équilibré à la fin, sinon vous allez prendre cher. Donc là évidemment, c'est là où c'est gênant et c'est là où pour ma part le plus grand risque financier se trouve, puisque encore une fois il y a des humains ici. Et donc, il y aura des erreurs, et surtout, il y a, très probablement, que je vous dis, un haut niveau de corruption lié aux montants qui sont, encore une fois, en jeu. Il suffirait qu'il y ait quelques personnes qui trichent dans ces comptes de résultats pour qu'on ne voit rien et qu'on découvre après coup le poteau rose s'il y avait un problème. C'est toujours quand il y a un problème qu'on regarde les comptes et qu'on commence à voir les problèmes. Donc, si on regarde la surface de l'iceberg, on le voit, les montants nominaux sont déjà colossaux, mais bon, voilà, ça c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est régulé, etc. Ça, c'est cette partie-là, à mon avis, qui est effectivement extrêmement dangereuse. Bref, donc ce qui est important de comprendre, donc, c'est qu'il y a eu une mutation de la demande, puisque en soi, la valeur nominale de ces options, elle est plutôt stable depuis 2008. C'est la nature des contrats qui a considérablement changé. Ce qui était à l'époque les CDS, etc., donc chaque fois qu'on a un cycle financier, on a un problème. Ce problème, c'est là que se trouve la pattern, et celle dont je veux parler aujourd'hui. Comment le milieu financier, constamment dès qu'il est confronté à des problèmes ou des irrégularités de pricing, va toujours non pas se confronter au problème, mais le repousser. C'est-à-dire, on a systématiquement mis en place 2 mécanismes financiers de plus en plus complexes menant vers systématiquement l'utilisation de produits dérivés. Donc, cette création de produits dérivés, c'est ce qui a permis de siphonner la valeur depuis le cycle 2008 pour nous créer évidemment donc la plus grosse bulle de crédit jamais vue à l'époque, puisqu'on avait accumulé le risque de ces crédits à travers de la composabilité et des systèmes plus complexes, des produits dérivés. Donc, c'est de dire le risque systémique était connu de tous, mais on l'a poussé pendant 2-3 années, principalement donc celle que vous voyez si vous regardez The Big Short,
Hein, les années où le mec avait clairement vu le truc, il savait que ça allait péter, mais en attendant, ça pétait pas parce qu'on collatéralisait ce risque à droite, à gauche, dans des produits financiers de plus en plus complexes. Jusqu'à ce qu'évidemment, on creuse sous la surface, on se rende compte que c'est friable et qu'en fait, il n'y avait pas de plancher. Donc tout s'écroule, etc., etc. Gros problème, encore une fois, à mon avis, quand on réagit comme ça, mais bon, c'est la nature de la finance. Quand il y a des problèmes, mais que ça rapporte de l'argent, on préfère l'argent. Je dis, encore une fois, d'un point de vue éthique, c'est critiquable, mais la réalité, c'est que c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il s'agit de comprendre que la même problématique se repose. Aujourd'hui, on a d'énormes problèmes quant au pricing des taux d'intérêt souverains, mais tous les taux d'intérêt qui en découlent derrière dans l'économie, d'accord, celles des entreprises, etc. Il y a un énorme problème de dette privée, particulièrement aux États-Unis, mais pas que, en Chine, c'est pas mieux. Et qu'est-ce qu'on a fait? Comme on a un problème, mais que c'est là qu'on gagne le plus d'argent, d'accord, en se finançant via de la dette et puis on achète des trucs, etc. Donc le reste, les valorisations élevées, ça, ce sont des contreparties, on va dire des effets collatéraux. Le principal problème, c'est qu'on avait des défauts de pricing de la dette, et évidemment, donc au lieu de se poser la problématique de est-ce qu'on pourrait peut-être y faire quelque chose, non, on repousse le problème en faisant exactement ce qu'on a fait en 2008. C'est-à-dire qu'on commence à utiliser des produits dérivés de plus en plus complexes, dans des stratégies de plus en plus complexes, qui font intervenir de plus en plus de ces produits dérivés, et va se poser encore une fois le problème, au bout d'un moment, du jour où on va creuser sous la surface et où on va voir qu'une grande partie de ces produits dérivés ne sont pas capables à être mis en service. C'est-à-dire, autrement dit, ils n'ont pas d'utilité comptable, leur valeur était fausse, il n'y aura pas la contrepartie pour éventuellement servir d'assurance en cas d'exécution. Et dans ce cas-là, le problème, c'est qu'évidemment, on va commencer à regarder dans les comptes et dire « mais qui détient celui-là de produit qui est foireux ?» Parce que du coup, comme ce produit est foireux, celui-là le sera aussi. Donc si tu détiens celui-là, du coup, ton produit est foireux, donc ton compte de résultat n'est pas équilibré. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il est là le problème. Le problème, il est que l'encours des montants nominaux, donc c'est-à-dire des lignes qui se trouvent dans les opérations comptables, est stratosphérique. Imaginez-vous que s'il y a ne serait-ce que 0,1% de ce montant qui est faux, c'est-à-dire que quelqu'un l'a triché un peu dessus parce qu'il fallait équilibrer et on va rien dire, et comme personne ne regarde, voilà, ou personne ne regarde vraiment, tant que ça passe, et on peut faire de l'argent. Si on se trompait, ne serait-ce que 0,1%, d'accord, sur des montants de 600 trillions de dollars, j'aime autant vous dire que dès ce niveau-là, 0,01% des marges d'erreur, c'est déjà fini. Enfin, je veux dire, là, la pauvre banque qui est la source de cette erreur, elle est tout de suite en faillite et elle va causer des faillites en cascade sur les autres. Puisque je l'ai dit, cette chaîne d'options, elle est collatéralisée entre tous les opérateurs financiers. Donc, il y a un énorme problème systémique à ce niveau-là, d'encours de produits dérivés en valeur nominale dans des comptes qui sont traités, on va dire, par des grandes banques et surtout non régulées, puisque la part la plus dangereuse et systémique de ce système-là, elle se passe au TC. Alors évidemment qu'il y a quand même une supervision des différents régulateurs, mais cette supervision, clairement, nous on n'en sait rien, on y croit, on se dit c'est comme ça. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler des produits dérivés, vous faire comprendre que effectivement la bulle de crédit dans laquelle on est, c'est un problème, mais c'est surtout que comme en 2008, on a déplacé ce problème. C'est-à-dire que maintenant, on est conscient plus que jamais du fait qu'il y a un énorme problème de leveraging et de placement de la dette et d'utilisation du crédit aux États-Unis particulièrement, mais clairement pas que. On l'a vu, le problème du crédit en Chine sur d'autres problématiques, mais ça reste toujours des problématiques de crédit dues à des taux bas et à des supports économiques qui étaient peut-être un petit peu mal dimensionnés, et cette accumulation de richesse qu'on a vue entre ces gens qui pouvaient emprunter à taux négatif, d'accord, c'est-à-dire qu'on vous paye pour emprunter, et évidemment ça vous permet d'acheter quasiment le monde entier à détriment de ceux qui, eux, par contre, en bas de l'échelle, se retrouvent toujours avec les mêmes junk credit à plus de 20% pour consommer au jour le jour. Donc cet éternel problème de la répartition très inégale de la richesse qui a créé un fossé social assez dangereux aux États-Unis. Donc ça, ce sont toutes les problématiques. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas se dire « Ah, ça y est, du coup, le monde est pourri, les États-Unis sont finis, etc. » Mais juste de comprendre que les États-Unis sont en train d'amorcer ce qui sera très probablement leur principal problème dans les prochaines années, puisqu'on voit déjà, dès aujourd'hui, les comportements se remettre en place. C'est-à-dire que dès lors que les problématiques sur les taux arrivent, au lieu de régler les problèmes, alors j'ai pas dit qu'on faisait exactement comme 2008, mais on commence à en prendre la direction.
C'est très bien parce qu'effectivement, côté Fed, on réagit enfin quand même sur les taux, mais Dieu sait qu'on est quand même carrément à la bourre, et que les mauvais comportements se sont déjà initiés. C'est-à-dire que je m'attends à ce que dans les prochaines années, ces chiffres soient très largement revus à la hausse, et principalement, je pense, au début de cette année. Donc je m'attends à voir ces chiffres réaugmenter pour reconstituer une nouvelle bulle de produits dérivés, en valeur nominale cette fois, hein. Donc je vous rappelle que la quantité de dollars en circulation, d'accord, le M1, a été considérablement augmentée. Donc si la valeur nominale ici n'augmente pas, c'est que l'utilisation de ces produits dérivés est globalement en déclin, d'accord, en part relative à la taille de l'économie. Donc on a eu, entre guillemets, une légère stagnation sur l'utilisation de ces produits dérivés, mais en valeur relative par rapport à la taille des économies, on n'a effectivement pas de croissance, donc on est relativement lent. Et comme on le voit, c'est principalement dû au dégonflement des dérivés de crédit, d'accord, très largement derrière compensé par l'arrivée des problèmes sur le Forex. Et je vous dis, derrière, on se maintient sur les taux d'intérêt et je m'attends à voir très clairement ici ces niveaux réaugmenter très clairement dans les prochaines années. Donc, on va avoir l'utilisation de produits dérivés plus ou moins complexes, de plus en plus grandes, qui va venir donc couvrir les différents risques financiers alloués à la volatilité des taux d'intérêt, du Forex, etc. Et ça, à mon avis, c'est annonciateur d'une part du fait qu'une énorme crise financière nous attend, hein, parce que quand on commence à utiliser les produits dérivés pour masquer des trucs, vous savez ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire, comme d'hab, que c'est l'affaire de la très grande finance. Faut pas regarder dedans. Ne vous inquiétez pas, on sait faire. Et puis le jour où on se plante de 0,001%, c'est tout le système qui s'effondre, vu les tailles de position nominale. Donc, voilà, entre guillemets, le bon vieux cycle qui se répète. Et donc, pour l'instant, moi, je pense qu'il n'y a pas du tout de sonnette d'alarme, d'explosion de la bulle de crédit, etc. Mais le constat est là et il est clairement impossible à annihiler. On a une bulle de dette aujourd'hui, elle risque d'éclater dans les prochaines années, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que ce risque, on commence d'ores et déjà à le collatéraliser via des mécanismes de produits dérivés toujours plus complexes, toujours plus opaques, et surtout toujours pas régulés. Parce que l'éternel problème du produit dérivé, c'est qu'après on commence à arbitrer le produit dérivé du produit dérivé, etc. Je vous avais parlé de ça également. Aujourd'hui, les gens spéculent même plus sur le VIX, ils spéculent sur le VVIX, c'est-à-dire la volatilité de la volatilité. On est en train de parler de gamma trading, c'est-à-dire, je vous avais fait un cours aussi sur les différents risques du trading. Vous avez l'alpha, hein, celui que moi je privilégie de plus, et celui qui me semble être l'exposition au trading le plus sain, c'est-à-dire le trading directionnel, le trading des valeurs. Vous devez trouver un déplacement de valeur et vous y exposer, et dans ce cas-là, vous gagnez du capital. Tout simplement, vous investissez votre capital en valeur nominale sur un actif dont vous pensez que la valeur va augmenter, et puis vous récupérez donc une part de cette valeur. Vous avez derrière le bêta qui revient à dire je ne sais pas forcément ce qui se passe, mais je sais juste qu'il y a deux trucs qui ont tendance à monter en même temps et il y en a un qui monte un peu plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter celui qui monte et je vais vendre, ou je vais acheter celui qui monte en vendant celui qui monte moins. Et du coup, je suis exposé au delta entre les deux. Ok, c'est ce qu'on appelle le bêta, d'accord. C'est-à-dire, je vais récupérer la différence de potentiel entre les deux. Bon, ça peut tout à fait, encore une fois, se comprendre. Ce sont des stratégies arbitragistes. Et comme je dis souvent, il n'y a aucun mal à faire ce genre de truc. On comprend tout à fait l'utilité. Après, il va y avoir le delta, c'est-à-dire, on va aller parier sur les augmentations de la volatilité ou les réductions. Autrement dit, est-ce que le marché va être directionnel ou est-ce qu'il va, par exemple, être un peu en range? Est-ce qu'on comprime la volatilité ou est-ce qu'on est en expansion entre deux actifs corrélés? Et là, on va donc parier sur les spreads de volatilité entre ces deux actifs. On va faire du delta. Okay, et à partir de là, après, vous allez ajouter le facteur temporel, c'est-à-dire qu'en se rapprochant de l'échéance, si la volatilité est supposée se réduire, alors dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle le gamma, c'est-à-dire un autre facteur, plutôt on va dire ici le facteur temps, où plus on se rapproche de l'expiration, plus le coût du gamma doit être couvert par le broker. Bon bref, je vais encore plus loin, mais là on va carrément arbitrer la volatilité jusqu'à l'échéance. D'accord? Donc ça, c'est le gamma trading. Et je vous parle même pas encore des autres types de trading dérivés, hein, le theta, le vega. Il y a encore tout un tas d'arbitrages à la con qui sont nécessaires à faire par les brokers qui produisent donc ces produits dérivés pour se hedger contre les risques. Je vous rappelle encore une fois, ce sont donc des artifices comptables pour qu'à la fin, tout soit équitable. Mais le jour où ce truc-là va varier un tout petit peu parce que ça va chier dans la colle, et bien encore une fois, ça va poser des problèmes. On est en train de complexifier un système qui est déjà infiniment complexe, alors que putain, encore une fois, à la base, est-ce qu'on n'est pas supposé juste déjà savoir correctement valoriser les actifs, hein? Au lieu de commencer à faire mumuse sur bêta, delta, gamma, veta, theta, machin, mes couilles,
ok, et commencer à s'enfermer dans des logiques de produits dérivés infiniment complexes et opaques. Tout ça pour, encore une fois, l'histoire nous a prouvé qu'à chaque fois qu'on jouait ce jeu, on peut cacher la misère pendant 1-2 ans, mais on finit par la manger dans la gueule. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, se poser la question de la nouvelle utilisation des produits dérivés, particulièrement dans le forex et dans les produits de taux? Est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de commencer à dire « wow, 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 peut-être qu'il faudrait mettre des règles là-dedans avant qu'on se mange le prochain énorme crack et l'effondrement du système financier ». L'utilisation des produits dérivés permet effectivement de hedger certains risques, mais quand on commence à leverager les produits dérivés, des produits dérivés, des produits dérivés, ça commence encore une fois à devenir très instable. Donc j'espère qu'encore une fois on apprendra de ces leçons passées, mais l'histoire tente à nous rappeler quand même que malgré le fait qu'on apprenne des erreurs, on n'hésite pas à les reproduire quand il s'agit de gagner de l'argent. Donc j'insiste encore une fois là-dessus, il faut quand même faire très très attention par rapport à ces différents mécanismes. On parle ici de mécanismes de fond, donc des choses qui mettent des trimestres, des années avant de se mettre en place. Mais la tendance est clairement en train de se remettre dans ce sens-là, une financiarisation de l'économie, cette finance casino, du fait que effectivement les volumes et les encours de volume sont clairement à la hausse dans les exchanges, forçant donc des opérations toujours plus grandes entre ces différents exchanges au niveau interbancaire. Donc attention, c'est aussi de dire que une légère augmentation de la demande des produits dérivés à l'intérieur des exchanges, donc que ce soit pour les retail ou les institutionnels, l'intervention de ces personnes-là sur des produits dérivés avec des montages de plus en plus complexes force les brokers eux-mêmes à l'intérieur du système interbancaire à mettre en place des stratégies de couverture de ces risques de plus en plus complexes également. Donc attention, pour moi le fait que normalement ces risques-là dont je vous parle, aller chercher du gamma, etc., sont normalement des risques contre lesquels les brokers se couvrent entre eux. Mais ça devient d'aujourd'hui de plus en plus des stratégies de fonds spéculatifs, etc. Donc il faut faire de plus en plus attention. Quand on commence à la partie surface de l'iceberg, d'accord, commence à se mettre à faire joujou sur les produits qui normalement sont sous la surface pour faire en sorte que les artefacts comptables finissent par revenir à l'équilibre, d'accord. Si on a des gars en haut qui commencent à mettre en place des stratégies optionnelles complexes pour faire mumuse sur le gamma, le delta, comment fait le broker derrière? Il va devoir donc se hedger sur du theta, vega, etc. pour essayer d'être toujours neutre derrière sur l'artefact comptable. Je pense encore une fois que la complexité du système financier aujourd'hui n'est plus vraiment là pour servir sa stabilité. Je pense qu'on est plutôt en train de préparer l'instabilité maximale qui finira bien par nous péter à la gueule si on continue à jouer à ce jeu-là. Il est temps, en fait, franchement, qu'au bout d'un moment, on regarde les problèmes pour ce qu'ils sont, au lieu d'essayer de les cacher sous le tapis via des stratégies complexes qu'aucun humain n'est franchement capable de comprendre. Enfin, je veux dire, les risques financiers aujourd'hui et le hedging de ces produits, ça nécessite de faire 5 à 7 ans d'études, minimum, et dans des secteurs financiers très spécifiques. C'est-à-dire des formations académiques, et il n'y a pas grand monde dans ces classes, je préfère vous le dire. Donc, il me semble encore une fois qu'il faut faire attention. La finance, à la base, c'est supposé répartir l'argent dans l'économie, pas supposé créer de l'argent ex nihilo via des stratégies arbitragistes, etc. Donc je pense encore une fois que c'est très compliqué, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et encore une fois, je vous ai fait des émissions sur la crise de valeur. Je pense que ce qu'on a en face de nous, la financiarisation et la complexité des produits financiers, particulièrement au niveau des produits dérivés, sont le signe qu'encore une fois, la mécanique, c'est on va repousser sous le tapis et puis on va espérer que ça pète pas. Je pense encore une fois que c'est un pari très dangereux et j'espère surtout que les cryptos viennent changer ça, en fait. Parce que on a vraiment besoin d'un petit peu de visibilité sur ces produits-là. On a besoin surtout d'enlever l'opacité et la complexité des différentes stratégies qui existent aujourd'hui, principalement pour masquer des problèmes existants. Voilà, vous savez tout aujourd'hui donc sur les produits dérivés. Attention à ne pas vous faire secouer les neurones par la taille des encours, etc. Comme j'ai dit, ce sont des artefacts comptables. Donc les valeurs nominales, elles font peur, mais elles n'ont pas réellement, encore une fois, d'exposition réelle. Ces gens-là n'achètent pas et ne vendent pas pour des trillions de dollars de machin. Ils collatéralisent de la valeur existante pour obtenir ces produits. Mais encore une fois, ça reste que malgré ces artefacts comptables, à la moindre erreur, ces valeurs nominales sont celles qui vont poser problème. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est là où je vous dis, la valeur nominale, ça fait peur, mais c'est pas pour rien non plus. C'est de dire, si on faisait une toute petite erreur sur ces trucs-là, ça aurait d'ores et déjà des catastrophes, des effets collatéraux catastrophiques sur les comptes de résultats très rapidement. Et encore une fois, l'argent
n'existe que par la confiance. Enfin, la valeur n'existe que par la confiance. Donc, attention, si la confiance s'érode, 0,01% d'erreur dans des montants pareils, ça détruit tout de suite la confiance. Hein. Donc, tant que tout va bien et tant que tout le monde joue dans la même cour, hein, sur l'OTC, tout va bien. C'est le moment où on commence à regarder dans le compte de résultat du copain pour se dire « Oh putain, il a probablement des produits toxiques », que ça pose problème. Parce que derrière, on refuse du coup de transacter avec cette personne. Enfin, avec cette entité. Et puis donc cette entité se retrouve isolée, mais si derrière on se dit « Oh putain, mais ce truc-là, il y en a partout, tout le monde là, etc. » Bon, ça devient toxique. C'est-à-dire que là, c'est le moment où le silence d'or de la finance arrive. C'est « Oh putain, tout le monde a de ce truc peut-être, mais en attendant, tant que personne ne sait rien, tout va bien. » Et puis après, donc, je dis, c'est vraiment la phase où on se rapproche de 2008. On sait clairement que la crise va arriver et on attend juste que le premier se pète la bombe. Et dès que la bombe commence à exploser, c'est là où évidemment on cherche très vite à liquider tout ça le plus vite possible et ça crée la crise financière comme 2008. Donc j'espère encore qu'on va éviter d'accumuler des produits toxiques liés au relèvement des taux d'intérêt et à la guerre économique, enfin à la guerre financière qui se mène sur les marchés d'échange. J'aimerais enfin, encore une fois, qu'on laisse le marché faire son travail plutôt que d'essayer de cacher les misères sous le tapis. Voilà, vous avez tout. Bye bye.